Talk, c'est moi qui vais le faire. C'est un peu différent du premier dans le sens où ça ne sera pas du storytelling. Euh, L'idée, c'est un peu de varier. Le troisième, vous aurez un entrepreneur qui va aussi vous raconter une très belle histoire. Euh, Moi, c'est un peu didactique. Enfin non, c'est pas. Ce qu'a dit Laurent est extrêmement didactique. Euh, c'est que j'étais consultant en stratégie d'innovation avant mon job actuel à la fois de responsable d'accompagnement startup chez Imagine et de CEO chez SelfCity. Et parce que je croise souvent des entrepreneurs et créer une entreprise, c'est déjà assez difficile comme ça, même quand vous avez un produit qui plaît à sa cible. Et ce qui peut être encore plus difficile, enfin, l'entrepreneuriat c'est déjà assez difficile comme ça. Vendre un produit qui est ce qu'on appelle gadget, ça vous rend la vie encore plus difficile. Et du coup, c'est une question extrêmement intéressante, enfin presque nécessaire que doit se poser un entrepreneur innovant quand vous voulez développer quelque chose qui n'existe pas déjà sur le marché. C'est est-ce que ce que je développe est gadget est-ce que je peux quantifier ça? Alors intuitivement ou a posteriori, on peut toujours dire ça fait plus gadget ou ça pas. Mais en fait, il y a un framework qui permet d'analyser ça. Et c'est ce dont je vais parler aujourd'hui. Euh, En fait, avant toute chose, avant de parler de ce framework en question, là, le sujet c'est euh, la promesse. Quelle est la différence entre promesse et solution? Est-ce que ça vous parle, la différence entre... En fait, chaque produit, quand je dis produit, ça peut être un service aussi que vous mettez, que vous exposez à un marché. Il y a à la fois la promesse du produit et la solution produit. Est-ce que vous faites vous voyez la différence? Par exemple, quelle est la promesse d'une voiture? Voilà, quelle est la solution voiture? C'est un moteur, une carcasse, 4 sièges, 4 roues, etc. Et donc, c'est très important quand on développe un produit, surtout quand c'est un produit innovant, de bien différencier quelle est la promesse de son produit et quelle est la solution qui délivre cette promesse-là. Euh, Juste pour faire un petit exercice sur ça, parce que toute l'analyse évidemment de la dimension gadget ou pas du produit va porter sur la promesse beaucoup plus que sur la solution. C'est votre promesse qui va... C'est ça que vous allez analyser pour savoir quel est le niveau de gadget, quel est le risque que vous prenez sur le fait que ce soit peut-être un gadget ou pas. Du coup, j'ai pris l'exemple de la voiture pour Airbnb, juste pour appuyer l'exemple. Euh, la promesse d'Airbnb, c'est partout dans le monde le même confort qu'à la maison pour moins cher qu'à l'hôtel. Ça, c'est la promesse d'Airbnb. Vous voyez que dans cette promesse-là, je ne parle absolument pas de comment ce service est amené au client final. La solution, Airbnb, c'est une plateforme pour mettre en relation des loueurs et des vacanciers. Évidemment, quand je dis solution, là, c'est insuffisant pour décrire cette solution, pour que cette solution réussisse à véhiculer sa promesse jusqu'à la cible. Ils ont dû trouver des petits tricks pour colmater certaines faiblesses, comme le recours à un photographe professionnel, puisque Airbnb a eu du mal à décoller au début parce que les gens ne savent pas mettre en valeur leurs biens et que du coup, ça ne donnait vraiment pas envie. Le système de notation, pour que les gens puissent se faire confiance, et notamment, il y a une astuce intéressante du système de notation, c'est que vous ne voyez pas la note de l'autre personne avant que vous mettiez la note. Enfin, il y a des tas de dispositifs au-delà de l'expression simple de la solution qui vont permettre qu'on parvienne derrière à véhiculer la promesse. Et le tiers de confiance, pour le paiement, vous payez Airbnb et c'est Airbnb qui est tiers de confiance et ça évite beaucoup de problèmes. On imagine que sans ça, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, voilà, maintenant on a vu ce que c'est la différence entre solution et promesse et on va surtout s'attacher à parler de la promesse. Alors, le plan de cette présentation, la première question qu'on doit se poser quand on développe un produit ou un service innovant, c'est est-ce que je résous un problème? Alors, c'est insuffisant comme ça, parce qu'on peut ne pas être d'accord sur... mais si en tout cas c'est clair que je ne résous pas un problème, ça veut dire peut-être je fais dans le fun. Et vous avez le droit d'entreprendre dans le fun. Chaque produit n'est pas là pour répondre à un problème. Si vous résolvez un problème, la question qu'on se pose après, c'est ce problème est-il avéré? Alors, on va dire qu'à ce stade-là, c'est une hypothèse. Je pense que je résous un problème. Ce que je vais appeler un problème avéré,
C'est-à-dire que la cible que vous visez est déjà en train de dépenser de l'argent pour résoudre ce problème. Quand le problème n'est pas avéré, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais que vous, à ce stade-là, vous n'êtes pas sûr qu'il existe. Donc si le problème est avéré, ça veut dire que là le marché existe, vous avez une cible qui dépense de l'argent pour résoudre ce problème-là, et vous le résolvez d'une autre manière. C'est un premier cas. L'autre cas, c'est que le problème, en tout cas aujourd'hui, votre cible n'est pas en train de dépenser pour résoudre ce problème-là, ou en tout cas, et là, ce que vous ambitionnez de faire, c'est de créer un besoin. Vous pensez qu'il y a un problème, que les gens n'en ont pas conscience, ou bien que l'absence d'alternative fait que ils continuent de vivre avec cette souffrance sans se poser de questions, et vous pensez que vous allez leur proposer un produit, et là ils vont réaliser qu'en fait ils ont ce problème-là, prendre conscience de ça, et c'est ce qu'on appelle créer un besoin. Et donc au final, à partir de cette question-là, on arrive à 3 cas, et le risque ou pas d'être dans du gadget va dépendre de la situation dans laquelle je me trouve, et on va les examiner une à une, en fait, en commençant par la moins risquée pour arriver à la plus risquée. La situation la moins risquée, c'est le marché existe déjà. Alors, aujourd'hui, quand on achète une voiture, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une voiture? Quels sont les critères de choix pour choisir ou pas d'acheter une voiture? On regarde quoi? Ça dépend si on est en famille, si on est en solo. Globalement, on va mettre tout mélanger. Quels sont les critères dont peut se prévaloir une voiture pour essayer d'attirer une cible quelconque? Alors non. Esthétique. La marque, bon, on va rester sur les critères basiques. C'est plus compliqué la marque, c'est intéressant comme réponse. La taille, donc la taille, on va dire plutôt la petite taille ou la capacité? Très bien. Mais soyez plus basique. Vous voulez qu'elle fasse quoi la voiture? Ok, l'esthétique, ouais. Le prix? Le rapport qualité-prix. Très bien, le rapport qualité. La fiabilité? Alors, c'est un peu. On va dire la consommation. Bon, très bien. Disons que. Bon. J'ai cité ici quelques éléments, il y en a beaucoup plus, évidemment. Mais les plus communs, c'est la performance, la rapidité, c'est un critère de bon. En tout cas, on sait que ça n'existe pas pour tout le monde. Le prix, évidemment, la maintenabilité. Si vous achetez une voiture que vous devez réparer tous les 2 mois, c'est compliqué. Le coût d'utilisation. Ça veut dire la consommation, on rejoint un peu électrique ou thermique, et la simplicité d'utilisation. Et en fait, quand on a les critères qu'utilise aujourd'hui votre cible pour acheter ou pas une voiture, c'est ce qu'on appelle les valeurs du marché. Et en fait, quand vous arrivez sur un marché qui existe déjà, une manière extrêmement simple d'évaluer le potentiel de votre produit, c'est si vous faites mieux que les autres sur des valeurs reconnues du marché. C'est-à-dire que vous savez qu'aujourd'hui, les gens aiment que les voitures soient pas chères. Si vous réussissez à faire la même chose en étant moins cher, vous êtes sûr que votre innovation n'est pas du tout gadget. Vous répondez à des valeurs du marché. Donc, on va dire que si sur votre marché, sur un segment donné, vous avez une moyenne, vous avez une valeur moyenne pour ces différents critères sur un segment, si vous arrivez avec votre innovation à améliorer 2 valeurs du marché, améliorer une ou plusieurs valeurs du marché sans réduire les autres, là c'est bingo. C'est rare qu'on puisse faire ça sur un marché, mais si on fait ça sur un marché, vous allez être sûr que votre voiture va trouver son public. Ce qui est plus courant, c'est qu'on améliore certains critères en baissant d'autres. Et là, on peut quand même avoir une valeur différenciante. Mais tant qu'on améliore des valeurs du marché, on n'est pas gadget. Ça ne veut pas dire que forcément on va réussir ou on va échouer. Mais en général, quand on se positionne sur des valeurs du marché, on va chercher à faire ça en innovation. Avoir des points avérés sur lesquels on est plus fort que les autres, et quitte à sacrifier quelques autres, puisque on a rarement la possibilité d'être meilleur partout. Voilà. On va essayer d'éviter d'être comme ça, mais il y a des solutions qui marchent très bien en faisant ça. Comme par exemple Notion par rapport à Excel. Bon, pardon. Trello. Quelqu'un connaît Trello? Bon. Trello, si vous comparez l'outil de management de projet Trello par rapport à Microsoft Project, machin truc, il y en a Asana, enfin voilà, c'est un outil habituel.
On est d'accord que Trello va être beaucoup plus puissant sur certains critères du marché, qui est la simplicité d'utilisation, l'onboarding, la facilité à le mettre en œuvre, mais il est beaucoup plus faible sur d'autres trucs, puisqu'il ne va pas vous permettre de gérer des projets complexes, etc. Alors, on va commencer à prendre du risque sur le fait d'être gadget à partir du moment où on est meilleur sur une valeur qui n'est pas une valeur actuelle du marché. Par exemple, je fais une voiture, je suis à peu près dans la moyenne des éléments, voire un peu inférieur sur certains, mais par contre, je suis beaucoup plus fort en submersibilité. Ma voiture, elle passe dans l'eau. Donc, j'ai amélioré, j'ai ajouté ça, aujourd'hui, on sait que c'est un critère qui arrive assez peu, que les gens choisissent la voiture en fonction de la submersibilité. Mais je peux innover en faisant une voiture submersible. À partir du moment où ce que j'améliore, ma différenciation se situe sur une valeur qui n'est pas avérée dans le marché, je prends du risque que ce soit gadget. Quand je dis je prends du risque que ce soit gadget, ce n'est pas sûr que ce soit gadget. Peut-être que j'ai identifié une valeur que les acteurs en présence n'ont pas identifiée. Mais là, je commence à prendre des risques. J'ai mis laser, parce qu'en général, on fout du laser un peu partout dès qu'on veut faire un truc qui est un peu gadget. Bon, donc, quand on amène un produit innovant sur un marché existant, la manière de dérisquer le plus, pour être sûr qu'on n'est pas gadget, ce qui ne garantit pas le succès, hein, c'est d'être meilleur sur des valeurs actuelles du marché. Ce qu'on peut faire aussi, c'est une prise de risque un peu plus importante, et du coup il faut en avoir conscience parce qu'on ne va pas piloter le marché de la même manière, c'est quand on est meilleur sur un critère qui n'est pas aujourd'hui décisionnaire dans l'acte d'achat. Voilà, donc ça c'est pour le premier cas. Donc quand j'innove sur un marché existant, qu'est-ce qui est sécure et qu'est-ce qui est prise de risque. Maintenant, le deuxième cas qu'on a vu, c'est je crée un besoin. Alors je crée un besoin, typiquement quand j'arrive sur un marché en tapant sur une valeur qui n'existe pas actuellement, mon ambition c'est de créer un besoin. Je vais évoquer quelques exemples où il y a eu cette ambition de créer un besoin. Il y a eu ce produit de Sony qui est en fait qui te fait tourner un OS de smartphone, Android, et qui permet en fait, qui n'a pas d'écran mais qui va projeter sur une table et qui permet d'être manipulé. En fait, il y a un capteur et vous pouvez manipuler sur la projection sur une surface plane. Alors on a du mal à voir quel est l'avantage de ce produit-là par rapport à une tablette, parce que l'affichage est beaucoup moins bon et aussi la sensibilité au touch est beaucoup moins bonne et beaucoup moins précise. Et en fait, le seul avantage que ça a, c'est soit d'être utilisé dans des environnements un peu crades dans la cuisine, etc., où en fait on ne veut pas dégueulasser la tablette, soit être utilisé à plusieurs en même temps. Alors, ça, c'est des valeurs du marché qui ne sont pas les valeurs décisives aujourd'hui quand les gens vont à la FNAC pour choisir une tablette. Le fait de pouvoir l'utiliser à 4 autour de la tablette est rarement un critère de décision. Et donc, le fait que ce produit-là soit meilleur que les autres sur cet élément-là, fait que ce produit-là prend beaucoup plus le risque d'être gadget. Et au final, il s'est avéré que c'était trop gadget. Et ce produit-là n'a pas trouvé son marché. Autre exemple, la Fitbit. Vous pouvez être un sportif de très haut niveau, même être un recordman, et ne jamais avoir utilisé de Fitbit. Fitbit, tout le monde voit ce que c'est. C'est un produit un peu ancien, donc je n'ai pas mis à jour les slides. Fitbit, c'est pas un poste de dépense. Les gens n'avaient pas... quand on sort Fitbit, quand la startup Fitbit a commercialisé ce produit, il n'y avait pas un marché actuellement d'achat d'outils qui peuvent te suivre, qui peuvent traquer combien de kilomètres tu as parcouru. Tu peux trouver ça facilement tout seul, en fait, le nombre de kilomètres que tu parcours. Ça ne remplace pas le short, ça ne remplace pas les baskets. Vous avez votre short, votre basket, et en plus, vous devez acheter une Fitbit. Donc là, vu que le marché n'existait pas à l'époque où ça s'est sorti, maintenant dans les Apple Watch, il y a des fonctionnalités comme ça, mais à l'époque où c'est sorti, ça n'existait pas. Pour le coup, là, le risque d'être gadget est beaucoup plus important. Alors, quand on arrive sur un marché qui ne nous attend pas, j'ai dit que le risque d'être gadget est plus important, mais on peut ne pas être gadget et on peut complètement révolutionner la consommation de notre cible. Par exemple, l'iPhone, quand il est sorti, personne n'attendait l'iPhone.
La cible ne disait pas, la cible qui achète aujourd'hui des smartphones à l'époque ne disait pas moi j'aimerais avoir un ordinateur avec une surface tactile, avec des apps dedans. Personne ne demandait ça. Donc on peut sortir des demandes exprimées par le marché et taper juste. C'est juste, il faut être conscient qu'en fait on prend un risque en faisant ça, que le risque est plus grand. Et la manière de dérouler le projet, du coup, change. Alors, quand on fait une proposition de valeur pour laquelle le marché, ou quand je n'ai pas de demande du marché explicite, qu'est-ce qui peut me compliquer la vie pour obtenir l'adhésion à mon produit? Par exemple, c'est dès que je vais demander à ma cible de changer de comportement, ça va compliquer le fait d'obtenir de l'adhésion sur ce produit. Dès que c'est un nouveau poste de dépense, typiquement la Fitbit, avant vous n'aviez rien au poignet pour courir, maintenant vous devez acheter un truc en plus de vos vêtements de sport habituels. Ça, du coup, ça complique la vie. D'avoir un ROI complexe pour toute solution que vous amenez, par exemple en B2B, vous dites tiens, moi j'ai une solution qui vous permet en fait de mieux fidéliser vos RH parce qu'il y a une solution. Enfin, si vous amenez un produit avec un ROI un peu complexe, on n'est pas sûr, on pense qu'au bout de 10 ans, peut-être on va pouvoir voir un ROI, vous aurez plus de mal à le vendre. Quand je dis plus de mal, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vendable. Et enfin, quand vous avez un effet de réseau important. L'effet de réseau, ça veut dire que votre produit n'a de valeur que si beaucoup de gens l'utilisent. Typiquement, par exemple, Messenger ou WhatsApp. Si personne n'utilise WhatsApp, WhatsApp n'a aucune valeur. Si vous amenez une innovation qui a besoin que beaucoup de gens l'utilisent pour qu'elle ait de la valeur, ça va rendre beaucoup plus compliqué son adoption. Enfin, on arrive à la troisième feuille de l'arbre, c'est je fais dans le fun. Ça veut dire je ne suis pas en train de résoudre un problème avéré. Je suis pas en train de je sais que je ne suis pas en train de créer un besoin. Les gens peuvent très bien se passer de mon produit. Et j'ai le droit d'être dans le fun. Alors, le problème du fun, c'est qu'il s'épuise. Quand vous ne répondez pas à un problème, GoPro, à quel problème répond la GoPro? Sauf si vous faites du parachutisme. Si vous ne faites pas de parachutisme, ce qui, on est d'accord, ils ont vendu beaucoup plus largement qu'à la cible des parachutistes. Ça ne répond à aucun problème en fait. Ça ne répond à aucun problème. Alors si vous êtes très très bon en marketing, vous allez quand même arriver à avoir parce que c'est fun, à susciter un peu d'intérêt. Et ça, c'était les résultats de GoPro entre son lancement en 2011 et quand j'ai fait ces slides-là, qui datent un peu. Mais les concepts restent valables. C'est que GoPro, il y a eu un gros effet de mode, mais que quand on ne répond pas à un problème, ça finit tôt ou tard par s'épuiser. Et est-ce que quand on lance la GoPro, qu'on sait que c'est gadget et qu'on sait qu'il y a beaucoup d'argent à se faire, mais que ça ne durera pas, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas le faire? Non, pas forcément, on peut le faire quand même. C'est une bonne analyse à faire sur son projet, de se dire, je sais que je ne réponds pas à un problème. Ce que je vais vendre, ça va s'essouffler tôt ou tard. Et du coup, je peux adapter ma stratégie à ça. Pour parler d'un autre exemple, Parrot, les drones, à un moment, c'était la folie. On voyait des drones partout et tout le monde voulait acheter des drones. Ça répond. Alors, il y a des usages pour le drone, mais à un moment, c'était un produit grand public et tout le monde se mettait à acheter des drones. Ça ne sert pas à grand-chose, en fait. C'est fun. C'est fun. Voilà. Donc, il faut être conscient que c'est fun et adapter sa stratégie en fonction de ça. Sa place, hormis les professionnels pour qui ça répond à des besoins spécifiques, pour le grand public. Professionnel, si, je connais votre projet, professionnel pour un truc spécifique. Mais pour le grand public, c'est juste un jouet. Alors, les jouets, là, je me rappelle, voilà, j'avais chopé ces articles-là au moment où Parrot commençait après avoir explosé, commençait à dégringoler pour ne plus jamais remonter. En fait, maintenant, c'est une niche. En tout cas, le produit grand public Parrot, c'est fini. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le hype cycle. Quand vous ne répondez pas à un problème, globalement, votre produit, si vous êtes très bon en marketing, vous allez arriver à réaliser ça. Pour GoPro, c'est quoi ce... je vais expliquer ce cycle. Là, c'est quand vous amenez l'innovation, les attentes de votre innovation, les gens vont avoir des attentes démesurées par rapport à ce que peut fournir votre innovation. Et du coup, c'est cette période-là où il y a une certaine hype
Et beaucoup de gens vont l'acheter sans savoir exactement comment ils vont s'en servir et ils vont penser que ça va être meilleur que ça n'est. Et comme quand ça ne résout pas de problème, ça va forcément déclencher une série de déceptions qui font que votre hype va chuter. Mais dans le lot de gens qui se sont intéressés à votre produit et qui n'y ont pas finalement trouvé le bon usage, il y a certains qui vont trouver un usage extrêmement intéressant où ce positionnement-là va être fort. Et c'est ce qu'on va appeler la pente d'enlightenment. Bon, peu importe, c'est le plateau de productivité. En tout cas, on sait que pour GoPro, il est plus bas que, enfin, proportionnellement, c'est pas forcément à ces niveaux-là. Alors, la question c'est, du coup, est-ce qu'on peut faire un business durable dans le fun? Alors, moi, je pense que si. C'est d'être la plateforme qui distribue le fun et pas le produit fun en lui-même. Les cinémas, le film, il a une période de hype et ensuite ça disparaît, mais les cinémas restent. Alors bon, là il passe par une phase compliquée, mais Spotify, une musique, vous l'écoutez à un moment, puis vous en avez marre, donc l'artiste, sauf quelques exceptions toujours, mais l'artiste qui sort un album, il sait que la vie de l'album va être courte, mais par contre Spotify, eux, vu qu'ils distribuent plein de produits courts qui n'arrêtent pas de se renouveler, eux, ils peuvent faire un business durable dans le fun. Et en fait, la meilleure manière de faire un business durable dans le fun, c'est d'être une plateforme. Et quand on n'est pas une plateforme, on peut parler par exemple des fêtes foraines ou des cirques, ils sont obligés de bouger tout le temps. Parce que vous ne pouvez pas rester au même endroit et continuer à vendre du fun, le même fun aux mêmes gens tout le temps. D'ailleurs, vous le remarquez même quand il y a des endroits à la mode pour sortir, que ce soit des bars, etc. Comme c'est sur le fun, eh bien, il y a un effet de mode et ensuite ça part, ça finit. Voilà, en fait, voilà, donc je vous ai présenté les 3 cas et on va faire attends, non, ça j'ai oublié cette slide. Hyperloop. Alors, indépendamment de la promesse Hyperloop, je vous ai dit dans cette présentation-là, on va parler des promesses, pas des solutions. La promesse Hyperloop, vous la voyez dans quelle case? Est-ce qu'on est dans un marché avéré? Est-ce qu'on veut créer un besoin? Ou est-ce qu'on est dans le fun? Comment vous formuleriez la promesse Hyperloop? Comment? Il y a un marché puisqu'on se déplace, on va à Paris. Exactement. Voilà. Il y a un marché puisqu'on va à Paris. C'est exactement ça. Aujourd'hui, des gens payent de l'argent pour se déplacer rapidement d'un point A à un point B entre deux villes. Et quand on paye pour ça, l'une des valeurs de marché, c'est la rapidité. C'est pour ça qu'il y a le TGV. Donc la promesse d'Hyperloop est clairement sur un marché avéré. C'est pas gadget. Vous allez voir de temps en temps des projets comme ça d'utopie écologique. Vous pensez que ça, on est où? Tout du long terme. Après, le réchauffement climatique. Disons que ça. Du coup, vous positionnez ça dans le fun, dans le marché avéré ou dans le on crée un besoin? Ouais, voilà. Alors, Planetary Resources, c'est une startup je crois, qui a été rachetée, on ne sait pas où est son avancement aujourd'hui. À un moment, je me suis intéressé à ça. Eux, ils veulent miner les astéroïdes pour récupérer de l'eau, parce qu'à partir de l'eau, on peut faire du carburant. Je n'utilise peut-être pas le bon mot, du carburant pour fusée, et que ça a énormément de valeur de pouvoir réalimenter les fusées une fois qu'elles ont échappé à la gravité terrestre. Donc, et eux, ils peuvent réduire le coût des voyages spatiaux par 10 quand ça va loin dans le système solaire. Donc, à votre avis, ça, on est dans quel... on est marché avéré, on veut créer un besoin ou... Alors, marché avéré. Si on diminue le coût par 10 de quelque chose pour lequel les gens dépensent de l'argent aujourd'hui, c'est un marché avéré. Ouais, mais on ne fait pas de voyage interplanétaire. Oui, pas tous les ans, mais ça, voilà, alors, ça devient nécessaire pour les voyages interplanétaires, mais même pour des voyages plus courts, c'est un avantage énorme. Si on peut re-remplir sa fusée une fois qu'on arrive en orbite, ça nous fait envoyer des fusées beaucoup plus légères. Et donc, c'est un gros enjeu. Oui, c'est à la ça n'aide pas que, disons que ça permettrait d'ouvrir ce nouveau champ, mais c'est aussi utile même pour les voyages proches, puisqu'en fait il y aurait besoin de beaucoup moins de charges. On pourrait mettre beaucoup plus de charges utiles dans la fusée puisqu'on transporte moins de carburant pour les manœuvres qu'on fait. Il y a quand même un marché, même si aujourd'hui le marché est tout petit,
Alors, regardez la valorisation de SpaceX qui est sur le business de emmener des objets en orbite pour pas cher. La valorisation, c'est un peu Oui, égoïste. Oui, d'accord. Bon, mais en tout cas, vous avez compris l'idée. Après, on peut donc voilà, pour résumer, la question que vous devez vous poser quand vous voulez mettre sur un marché un produit innovant, c'est est-ce que ça résout un problème? Est-ce que le problème est avéré ou pas? Si je suis dans le fun, savoir que ça finit toujours par passer, sauf si vous êtes une plateforme qui diffuse le fun. Et sinon, identifiez bien si le marché existe déjà, est-ce que vous êtes meilleur sur une valeur du marché ou c'est une valeur que le marché n'a pas explicitement exprimée. Auquel cas, il faut orienter votre projet sur la validation de ce point-là. Et si vous créez un besoin, ça rejoint la dimension de validation. Voilà, merci beaucoup. Alors, je conclus sur Menaps, qui est une nouvelle structure d'accompagnement de start-up. Imagine, qui se lance à Toulouse. L'idée, c'est de proposer vraiment un accompagnement à la fois stratégique et tactique pour les start-up early stage. Et si vous voulez, on travaille en partenariat avec le starter. Si vous voulez en savoir plus, venez me voir après, puisque ce n'est pas le sujet de cette présentation. Je suis responsable d'accompagnement startup sur Imagine. Merci beaucoup.